Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette petite demi-heure. Allez, on pourra peut-être dépasser un petit peu si on est fou, de webinar. L'idée, c'est quoi? On a voulu vous organiser, à vous communicants, une série de webinars sur toute la semaine sur ce qui nous arrive aujourd'hui. Comment communiquer en cette période complètement folle, complètement incertaine, qui est celle qu'on connaît, hein, je vais pas m'étendre. Donc, on vous a prévu un planning de webinaires pour avoir les conseils de nos meilleurs experts. Vous allez voir sur des sujets complètement différents. Et on commence la semaine avec le thème suivant, bonnes et mauvaises pratiques médias. Et les experts du jour, que je remercie chaleureusement parce que je peux vous assurer que ça a été organisé vraiment dans la spontanéité. Donc, bonjour Cyril. Bonjour Cindy. Donc Cyril Franck, donc tu es directeur de l'ESJ Pro, donc l'ESJ qui est un centre de formation pour les médias à destination des journalistes. Donc tu connais bien le sujet du traitement médiatique et j'imagine que tu as analysé tout ça avec beaucoup de minutie. Oui, oui, on regarde ça tous les jours. Je regarde effectivement ce qui se passe dans le monde et en France sur tout ce qui est médias, production de contenu en général. Oh, ça y est, on est complet. Je sais pas si vous voyez ma pop-up. Oh là là. Heureusement, il est enregistré, ce webinaire, hein. Merci beaucoup d'être avec nous, Cyril. Et bonjour Fabrice, Fabrice Bonjour Frossard. Cindy, bonjour à Ça va tous. bien? Bien, super, merci. Alors Bien. Fabrice, bah toi tu t'y connais un tout petit peu en médias pour y avoir travaillé une petite vingtaine d'années. Donc ancien Ouais. journaliste, surtout dans l'IT, aujourd'hui spécialiste en marketing de contenu, et notamment dans le B2B et dans la transformation digitale. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous ai fait une petite surprise quand même pour nos auditeurs, pour pas que vous vous endormiez et pour que vous participiez avec nous. Et avant que votre idée soit faussée par ce que vont nous dire nos experts, j'aimerais que vous répondiez à ce court sondage. Normalement, j'ai préparé un sondage. Je vous lance un sondage. Vous avez 3 secondes pour répondre. Je voudrais savoir si, à votre avis, les médias ont traité correctement l'actualité du Covid-19, comme ça, spontanément, à brûle-pourpoint. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous, auditeurs, vous ressentez la façon dont a été traitée cette actualité? Puis après, on laissera la place à nos experts. Allez, je vous laisse encore 3 secondes. Je ferme et voilà qui va vous donner un petit peu de grain à moudre pour nos discussions du jour. Donc, d'après les personnes qui nous écoutent, qui sont plusieurs centaines, donc 36% trouvent que les médias ont plutôt maltraité cette actualité. Alors, je suis désolée, hein, la question est large, hein, Cyril, Fabrice, j'avais Mhm. pas de sujet précis. Est-ce que ça manque de transparence? Est-ce que c'est trop anxiogène? Je ne sais pas exactement ce que vont nous dire ce que nous dit cette question, mais plutôt bien à 60%. Voilà. Est-ce que vous voulez démarrer un petit peu cet échange en commentant ces résultats? Je vous laisse la parole. Oui, si vous voulez, oui. Alors effectivement, c'est assez amusant parce qu'il y a eu récemment une étude qui a été faite par Edelman sur le traitement médiatique qui donne à peu près ce même genre de chiffres. En fait, on a 61% des gens qui trouvent que les médias, mais on parlait des médias traditionnels avaient plutôt bien informé, étaient aujourd'hui la source majoritairement la plus fiable pour les utilisateurs, les internautes et les spectateurs. Et là, on est sur ce même chiffre. Donc, c'est plutôt mieux que d'habitude, mais c'est 10 points de moins que d'autres pays. Donc, effectivement, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir effectivement quels sont les motifs, les griefs qui se cachent derrière tout ça. Est-ce que c'est effectivement un problème de transparence, un problème de traitement d'actualité un peu anxiogène, de trop se concentrer sur le show, je ne sais pas. Enfin, ça serait intéressant d'avoir le détail de ce qu'on reproche, peut-être éventuellement ouvrir un document pour avoir plus d'infos, ça m'intéresse beaucoup. Mais globalement, en France, en tout cas, on a quand même des chiffres assez bas de confiance
et je dirais de satisfaction vis-à-vis du traitement médiatique qui s'explique par plein de choses. Je peux te poser la question, Fabrice, puis après je te dirai ce que j'en pense éventuellement. Non, mais effectivement, quand on regarde l'étude d'Elan, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les chiffres sont plus hauts pour la presse, mais ils arrivent très, très loin derrière les médecins, les organisations, les institutions, etc. Donc, les chiffres sont plus hauts, mais somme toute, en termes d'information, la presse reste assez loin. Alors, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ce qui est intéressant, malgré tout, et ce que je note, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise, et là, il y a une crise quand même majeure, extraordinaire, c'est que la presse traditionnelle redevient un peu le point focal pour s'informer. Ça, malgré tout, c'est la bonne nouvelle. Après qu'on ait très confiance, pas confiance, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a un regain, tout le monde redécouvre tout d'un coup. La presse dit, bah, finalement, si on a besoin d'informations, de références, c'est là que ça se passe. Et parce qu'à contrario, dans cette même étude, les réseaux sociaux, on voit bien, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est absolument je crois que c'est quasiment 80%, enfin pas loin, tu me confirmes Cyril, mais du coup, plus personne n'a confiance dans les réseaux sociaux. Oui, alors c'est vrai que bien ce processus à l'œuvre, à chaque crise, tout d'un coup, on redécouvre la presse et on se dit, ah mais non, les réseaux sociaux, c'est que des fake news. Ce que vous voulez dire, c'est que quand les temps sont graves, finalement, on revient à la source, quoi. On revient au exactement. De ça. Ouais. Aux sources crédibles, fiables, vérifiées. Alors effectivement, après, ces chiffres, ils dépendent beaucoup de la manière de s'informer. Les médias, en général, tout dépend de qu'est-ce qu'on regarde comme médias. Par exemple, je vais vous dire quelque chose qui est assez bizarre. C'est ceux qui critiquent le plus les médias en général sont aussi les plus gros consommateurs, par exemple, des médias en temps réel, des télévisions en temps réel, pour ne citer personne. Donc, il y a un rapport assez proche entre la critique et la consommation. Ceux qui sont les moins critiques vis-à-vis des médias sont aussi ceux qui justement lisent la presse d'information générale, qui vont à la source. Donc, cette occasion d'être confiné, c'est aussi l'occasion de revenir peut-être par deux facteurs aux médias traditionnels. Un, par la télévision, qui augmente son audience fortement, parce qu'effectivement, on est confiné, on a l'occasion de regarder plus la télévision, y compris chez les jeunes. Et deux, c'est aussi l'occasion, grâce à l'ouverture des paywalls, des systèmes, des sites d'information qui ont ouvert majoritairement leur contenu à tout le monde, c'est l'occasion pour plein de gens de découvrir des contenus de qualité. Parce qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années, les bons contenus sont sous clé, ils sont payants. Et donc, une majorité de gens ne les consultent plus. Et malheureusement, comme je l'expliquais dans un papier il y a quelques années déjà, il y a une accentuation des inégalités d'accès à l'information, puisque seuls ceux qui savent déjà l'importance de l'information et qui sont prêts à débourser un peu d'argent s'informent d'autant mieux que ceux qui se contentent de ce qu'on leur offre gratuitement et qui restent quand même plus faibles. Et vous pensez que ça va perdurer, ça? Vous pensez justement que quelque part, non, qu'après on payera pour de la bonne information? Ah oui. Vous n'y croyez pas? Ça, c'est une conviction que j'ai depuis très très longtemps. C'est-à-dire que le prix reste un facteur bloquant pour l'accès à l'information. C'est-à-dire que l'information, c'est très étrange d'ailleurs le rapport que l'on a à l'information, enfin que beaucoup ont à l'information, c'est-à-dire payer pour avoir du contenu finalement, alors on pourrait imputer ça à Internet, mais est très limitant. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens, et je suis d'accord avec Cyril, redécouvrent ou découvrent pour certains la qualité des contenus produits par les newsrooms. Mais pour autant, si on devait payer pour accéder au même contenu, est-ce qu'on le ferait? Non. Enfin, en tout cas, pas selon les modalités. Et on le voit bien, il y a une corrélation, mais qui est absolument, très, très, très forte entre le prix de vente des journaux, si on reste sur le média papier, et le nombre d'achats. Enfin, c'est très basique. On voit bien aujourd'hui, par exemple, si on prend l'équipe n'arrête pas de baisser son prix facial pour maintenir et voire augmenter dans le contexte actuel ses ventes. Donc le prix, quoi qu'on en dise, payer 1 euro, 5 euros, peu importe combien, pour accéder à des contenus, n'est pas une démarche que beaucoup de gens font, nonobstant la qualité des contenus. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de débat en règle générale. Donc après cette crise, j'adorerais que les gens se disent, mais ouais, c'est super de payer, de rémunérer des médias pour produire de la bonne information, mais
Alors ça, c'est mon petit côté C'est un pessimiste. facteur, ouais. Mais je suis d'accord, c'est un facteur socio-culturel déterminant. Il faut déjà comprendre l'importance de l'information à long terme, parce que c'est un bénéfice qui est différé dans le temps. S'informer, être cultivé, à quoi ça sert? Ça sert à rien, en fait, concrètement, tout de suite, immédiatement. Oui. Mais ça sert à tout. Ça sert à tout. Justement, sauf dans le cas qui nous préoccupe, et on va en reparler peut-être sur le côté très pratique, justement, Alors de l'information. justement, moi je pense qu'on reviendra justement à ces considérations et c'est quoi l'avenir de la presse? Est-ce qu'il y aura un avant-après? Moi je trouve honnêtement que ces chiffres-là, alors je connaissais pas l'étude Edelman, mais 60% de gens qui trouvent que l'actualité est bien traitée, pour des Français c'est énorme parce qu'on est quand même très critique, assez sceptique en général et auprès des médias on est pas facile, hein. Donc, on va dire quand même qu'il y a un élan où on est plutôt satisfait de la façon dont est traitée l'information. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi est-ce qu'on apprécie quand même majoritairement le traitement de cette information? À votre avis? Parce que pour le coup, les médias reviennent un peu à leur rôle fondamental, et je rejoins ce que dit Cyril, c'est-à-dire qui est d'informer. Là, on est dans quelque chose où les journalistes sont obligés d'être factuels. Donc, on revient un peu aux bases du métier, c'est-à-dire, OK, quels sont les faits? Qu'est-ce qui se passe avec cette épidémie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut se prémunir? C'est quoi la suite? Et d'être Etc. utile, alors factuel et utile, c'est ça? Oui, Sur l'information utile et on n'est pas dans des débats Covid, vaccin ou pas vaccin, machin ou truc, qu'en pense la droite, qu'en pense la gauche. On s'en fout. Là, on n'est plus dans du journalisme de l'entre-soi et on n'est plus Et là. de la polémique. On revient aux fondamentaux de l'information utile. Et parce que les gens ont peur, fondamentalement, on a tous peur, et c'est normal. Il faut avoir peur. Et les journalistes disent, OK, voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il faut faire. Alors, dans la mesure de ce que l'on sait en temps réel, parce que c'est pas non plus, on voit bien qu'il y a une espèce d'évolution sur les comportements et sur la connaissance de cette crise, mais ils font le job, ils sont sur du factuel. Et tout ce qui est un peu, on va dire, tout le reste, qui est un peu futile, les débats politiques, machin, etc. Tout ça, c'est relégué au second plan. On voit bien le second tour des élections municipales, mais personne n'en a parlé, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui se passe et tout le monde cherche à comprendre, à savoir, à se rassurer. T'es d'accord avec ça, Cyril? Oui, oui, globalement, je trouve qu'effectivement, ce qui est très, très bien, plutôt bien fait par rapport à d'habitude, et ce que j'espère que les médias vont s'en souvenir, c'est ce rééquilibrage entre différents besoins. C'est-à-dire que, au-delà du besoin de comprendre le monde, en ce moment, les gens ont besoin de savoir concrètement ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je dois faire concrètement, quelles sont les questions pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu en dessous dans les lignes éditoriales des différents médias généralistes. Et le deuxième point qui est, à mon avis, extrêmement important, qui a été relevé en termes de traitement de lignes édito, c'est le besoin social. Là encore, on est confiné, on a encore plus besoin d'être lié aux autres par plein de façons. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives de médias qui vont dans ce sens d'intermédiation entre les gens, entre les médias et les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Et ça, c'est plutôt bien. Et je dirais que les questions, effectivement, de pensée, c'est-à-dire un peu plus lointaines, sont un petit peu en dessous, même s'il ne faut pas les oublier. Simplement, c'est une question de rééquilibrage des différents besoins. Et comme moi, j'identifie 4 besoins, le besoin pratique, le besoin de pensée, le besoin de plaisir et le besoin de socialisation, de partage, et ben, je dirais que ce qui revient très fort, c'est plutôt les 3 autres par rapport à celle de pensée, qui n'est pas inintéressante, mais qui pas à ce moment-là, c'est pas ce dont on a vraiment besoin. On va se poser la question de qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon pour demain. On va se poser des questions plus tard sur quels sont les débats polémiques. Notamment, ça commence à poindre un petit peu sur la question de l'anticipation de ce risque via les masques qui font défaut. Ça commence à poindre, mais ça reste très en deçà je dirais, de tous les autres besoins qui sont prioritaires. Parce qu'il y a un besoin, comme vous savez, dans la pyramide de Maslow, de survie, de socialisation, et puis après tout le reste. Mais ça arrive en 3e niveau. Et ça, c'était ce qui était plutôt bien vu par Maslow. Non, tu as entièrement raison. Là, on revient aux fondamentaux, aux besoins primaires. Et quelque chose d'important que tu as dit, c'est effectivement la médiation. Les journaux retrouvent, et ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire quand même. Finalement, on va recréer du lien social, on va remettre les gens en relation et on va co-créer de l'information avec tout à chacun. Et ça, c'est assez drôle parce qu'on a bien vu que ces dernières années que la tentation était quand même de totalement se couper de ça, de cette communauté.
Et là, on revient, on se dit, bah, finalement, le lecteur, c'est une communauté. Il y a un besoin social, on a un rôle social, on a un rôle fédérateur, on a un rôle de point focal. Et il faut revenir à ça. Et là, c'est sur la question, est-ce que ça va se pérenniser? Ça sera très, très intéressant à suivre. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, on va retourner dans notre tour d'ivoire? Ou est-ce qu'on va se dire, bah là, OK, on a l'occasion de fédérer une communauté, d'aider les gens, parce qu'il y a aussi un rôle, effectivement, comme tu le disais, d'aide. Et franchement, est-ce que ça sera suivi d'effets? Ça sera super intéressant à suivre. Ou est-ce qu'on va retourner sur des plateformes? Allez, on va redonner nos contenus à Facebook, on va leur confier, on va déléguer ce rôle à des plateformes tierces. Ça sera vraiment le point à suivre. Oui, c'est un point clé que j'ai mentionné. D'ailleurs, j'ai eu une petite discussion avec un journaliste que j'ai mentionné dans mon dernier article là, où je fais l'état des lieux de toutes les bonnes pratiques éditoriales sur Médiaculture. Et j'ai relevé qu'il avait fait quelque chose de très bien. Il avait créé un groupe Facebook pour justement permettre l'entraide entre les gens. C'est le site de l'avenir.com belge et que j'ai trouvé très bien. Et je lui ai fait quand même la remarque, j'ai dit c'est juste dommage que tu le fasses sur Facebook parce que c'est l'occasion jamais de recréer du lien en premier niveau avec ton lecteur et de l'attachement et du coup de la raison d'être d'un média. Absolument. Et donc du coup du business model à plus long terme. Alors il m'a dit mais attendez, dans l'urgence on a fait ça et c'est très bien et je suis d'accord, évidemment que dans l'urgence il fallait le faire et c'était la meilleure façon de faire rapidement quelque chose qui soit utile. La question c'est est-ce que justement on ne peut pas maintenant se poser vraiment la question de quels outils on met à la disposition de nos lecteurs, téléspectateurs, d'outils internes qui permettent ce rôle-là. Et moi, je pense au vieux forum, le vieux forum tout pourri que tout le monde a décrié, il est extrêmement utile. Et même si on peut améliorer l'interface, ça reste extrêmement intéressant. Pour les gens, c'est tout basique. C'est voilà, j'ai besoin de ça, est-ce que quelqu'un peut m'aider pour ça? Et on peut améliorer l'interface, mais ça, je ne pense pas que Facebook le propose aussi bien finalement qu'un vieux forum. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je voulais vous demander, est-ce que justement, vous qui connaissez un petit peu les rouages des médias, est-ce que les médias se sont mis d'accord pour être quelque part responsables et pour traiter l'information de cette façon? À votre avis, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont eu des consignes de l'État en disant attention, il y a des risques incroyables, j'en sais rien, moi, de banqueroute ou de... Non, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on retrouve aussi cette collégialité dans le traitement de l'information. C'est-à-dire, il y a des réseaux formels et informels de médias qui se mettent en place. Je pense par exemple à l'UR, l'Union européenne des radios-télévisions. Donc chacun, là, les journalistes, en fait, il faut jamais oublier qu'un journaliste, fondamentalement, c'est quelqu'un dont le boulot est de délivrer de l'information et normalement qui veut de l'information la plus précise possible. Et aujourd'hui, on voit bien dans le contexte que c'est très difficile d'être précis, d'être factuel, de trouver les bonnes infos. Et donc, tu as des réseaux informels qui se mettent en place et tout le monde se dit, OK, il faut qu'on fasse notre boulot. Donc, on va créer des réseaux, on va essayer de fédérer des réseaux et puis on va apporter l'information la plus précise pour la plus utile. Parce que fondamentalement, c'est le job d'un journaliste. Souvent, il y a cette confusion. Là, je fais juste un aparté. Souvent, quand on troll les journalistes, on pense plus aux éditorialistes, aux éditocrates. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande majorité de la profession, c'est des gens qui aiment l'information et qui ont envie de donner, de partager l'information utile. C'est ça leur job. Faut pas. Il y a souvent cet amalgame. Mais non, un journaliste, son taf, et les médias de la même façon, ils veulent informer. Ils veulent informer, et donc tous les moyens sont bons. Et ils n'ont pas besoin de consignes qui viendraient de. Non. Ils sont responsables. Et entre eux, peut-être, non? Même entre eux. Ouais, si, tu disais, il y a des réseaux. C'est toute la complexité. Il y a des réseaux qui se sont créés, effectivement, de partage de l'information, de collaboration. Et c'est des initiatives qui existent déjà depuis longtemps, mais en particulier, effectivement, sur des questions comme ça, notamment de fact-checking de l'information. Je pense qu'effectivement, ça, c'est une vraie clé de travail sur des sujets complexes qui commencent à se développer ici et là. Il y a des initiatives intéressantes sur des enquêtes transversales internationales qui se font, etc. De plus en plus de choses devront se faire sous cet angle-là pour les questions complexes et les questions à envergure internationale. Donc ça, je ne me fais pas de souci. Il n'y a évidemment pas eu de consigne de la part des médias, de la part des autorités ou de quiconque vis-à-vis de chaque média. D'ailleurs, les médias sont très rétifs à la moindre recommandation. On l'a vu avec le conseil de presse qui est très, très majoritairement refusé par la profession. C'est-à-dire que dès qu'il y a une tentation de créer de la déontologie par une autre entité que les médias eux-mêmes, ils sont très rétifs.
Bref, donc non, je ne pense pas du tout que ça soit imposé. Il y a une prise de conscience quand même de la gravité de la situation qui fait qu'il y a une responsabilisation individuelle et les journaux le font bien. Après, moi j'ai parlé des bonnes pratiques, il y a aussi quelques mauvaises pratiques. Il y a quand même Ah, encore, on aime il les y a mauvaises. encore, je citerai personne, mais il y a encore ici et là une quête d'audience dont on voit qu'elle est assez délétère en termes de qualité de l'information, c'est-à-dire une course au clic avec des choses parfois un peu angoissantes. Ça se maintient encore ici et là. Il y a encore, je trouve, un manque de qualité dans la vérification, notamment des sources de qui informe. La question des experts, elle est centrale ici. Qui parle et à partir de quand on parle de quelque chose? Je vais vous dire par exemple la chloroquine, la question de est-ce que la chloroquine va nous sauver, le nouveau remède là, c'est trop C'est le tôt gros pour le sujet dire. d'hier. Hein. Ça, c'est hier, Ouais. ils n'ont pas arrêté là-dessus. Hein. Évidemment, c'est trop tôt pour disserter pendant des heures sur ce truc-là. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on en est au stade de un chercheur qui a fait des études, pour l'instant, qui ne sont absolument pas sérieuses, qui méritent d'être examinées de plus près par la communauté des scientifiques, ce qui est en train de se faire. Mais attention à ne pas donner trop de visibilité à cette solution-là, parce qu'on va susciter de l'espoir pour ensuite éventuellement l'anéantir assez rapidement. Ça me rappelle la une d'un magazine de news qui avait fait sa une sur les OGM, sont-ils mortels ou dangereux, je ne me rappelle plus. Enfin, c'était extrêmement mauvais comme titre de une parce que c'est reposé sur une seule étude, celle de Seralini, qui a été depuis conspuée par l'ensemble de la communauté internationale des scientifiques pour dire que c'était vraiment n'importe quoi son étude. Voilà, attention à ne pas se précipiter, aller trop vite. Ici, la question centrale de l'expertise, elle nécessite de prendre un petit peu de précaution, beaucoup plus que peut-être que ne le font certains journaux. Mais alors, Je Cyril, suis d'accord avec toi. excusez-moi, je rebondis juste sur une question de Frédéric qui nous dit, mais est-ce que les médias n'ont pas raté leur rôle de lanceur d'alerte finalement? Et comment on peut avoir ce rôle de lanceur d'alerte et en même temps ne pas parler trop tôt d'une information? C'est compliqué ce qu'on leur demande là. Comment on gère ça? Alors, Il moi, faut j'ai le une dire. réponse. Non, pardon. Mais vas-y, Cyril, je compléterai éventuellement. Non, mais il faut être extrêmement prudent dans ce qu'on dit. Voilà. Évidemment que s'il y a des suspicions, il faut commencer à en parler. La question, c'est celle de l'exposition qu'on donne à ces solutions ou à ces problèmes. Avant de dire que telle chose est mortelle, que telle chose, au contraire, va sauver le monde, il faut en avoir fait la preuve. Et parfois, vous savez, on commence par parler d'un truc parce que peut-être. Ben non, on n'est pas dans les peut-être aujourd'hui. Il faut vraiment être beaucoup plus prudent. Et quand on en parle éventuellement, qu'on en fasse un entrefilet, qu'on en fasse une petite brève, pourquoi pas. On dit, voilà, on examine en ce moment telle proposition ou tel risque, mais qu'on en fasse la une, vous voyez, c'est une question d'exposition, de quantité d'exposition. Quand on fait un live entier sur un problème, c'est qu'on considère que c'est vraiment sérieux. Donc attention à la quantité. En parler ou pas en parler, c'est aussi dans quelle mesure on en parle et avec quelle force. Oui, alors, il y a deux sujets, tu as raison. Si on revient sur cette histoire de chloroquine, je pense que les médias ne peuvent pas non plus s'empêcher de revenir à leurs anciennes pratiques. C'est-à-dire, il faut nourrir aussi l'information en flux continu. Il s'avère que cette histoire de chloroquine, bon, parce qu'il y a l'Australie, il y a la Chine, enfin, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas que Raoult qui a fait là aussi, qui a fait des tests. Il y en a eu ailleurs. Donc là, le traitement sur la chloroquine est très, très, très étonnant, mais bon, je pense qu'on n'a pas le temps de développer. Mais ce qui est intéressant sur le côté lanceur d'alerte, c'est un peu le retard à l'allumage si on parle du coronavirus. Ce qui est intéressant, c'est que ça a commencé globalement en novembre. À Wuhan, avec cette histoire de Jeux olympiques militaires. D'accord. Ça a mis un peu de temps à prospérer. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se disait, ça ne fait que rester en Chine. Et moi, ce qui m'a halluciné dans ce traitement, avec le recul, c'est facile, hein, c'est toujours facile de refaire l'histoire, mais c'est qu'à aucun moment, personne ne s'est dit, mais ça va arriver en Europe, ça va arriver aux États-Unis, ça va arriver dans le monde. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a eu un manque, je pense, de curiosité des médias, en tout cas de réflexion sur ce sujet. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'on a été un peu profil bas sur ce coup-là, alors que c'était évident que ça arriverait. Bon, alors après, c'est facile à dire à rebours, hein, mais c'est pas.
moi qui étais à Milan le week-end fatidique, et qui arrive en France, j'ai vu le Oui, delta. c'est vrai que toi, alors pour info, pour ceux qui nous écoutent, Fabrice a 15 jours de confinement d'avance sur nous. Donc, Ouais, il c'est pour peut ça que je aussi suis vous vraiment filer quelques petites astuces pour pas devenir dingo. mais si tu veux, voilà, sur le traitement journalistique, sur la propagation de l'information, là, je trouve qu'il y a eu personnellement un petit déficit des médias en France. Mais pour plein de raisons, parce que même la communication gouvernementale a été, on va dire, paradoxale pour être Non, mais non, elle vraiment a été euphémiste. désastreuse, désastreuse. Là, vraiment, je pense qu'on ne peut pas isoler le problème des médias du problème de communication institutionnelle, en Absolument, l'occurrence. Vraiment, c'est absolument. une catastrophe. Et ça, c'est Et une vraie on en question, Cyril. parlera de la polémique plus tard, mais il Non, y mais aura des comptes c'est à une vraie rendre. question ce que tu viens de dire, parce que effectivement, ne pas décorréler la communication du gouvernement des médias, bah, tu vois, Oui, ça pose question. je vois ce que tu veux dire, mais disons que voilà, ils ont été, en tout cas, ils ont été victimes. Tu as raison. Ils auraient dû être totalement indépendants de cette information-là. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des problèmes structurels plus globaux qu'on peut identifier. C'est-à-dire que pour anticiper ce genre de choses, il faut avoir des experts dans chaque journaux, des chefs de rub qui suivent des dossiers au long cours. Et si vous voulez, pour moi, c'est aussi la conséquence des économies qu'on a pu faire ces dernières années sur le traitement de l'information, parce que les médias vont mal, hein, à part les médias publics, et même les médias publics sont obligés de couper vraiment leur budget. Mais en tout cas, c'est aussi l'idée qu'aujourd'hui, on ne parle d'un sujet que s'il est rentable. Or, justement, ce genre de sujet, on ne peut les déceler que si on suit au long cours des choses qui ne sont justement pas pour l'instant rentables et qui ne le seront sans doute jamais. C'est-à-dire que là, vraiment, pour identifier ce problème, il faut avoir un expert qui suit l'ensemble des problématiques scientifiques et qui dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, je vais peut-être creuser, etc., etc. Donc, il faut se mettre en retrait du flux des problèmes pour anticiper d'éventuels soucis ou d'éventuels sujets. Ça, cette question-là, elle est centrale. Et pour anticiper ce genre de crise, il faut avoir une économie qui n'est pas dans le show. Et malheureusement, les médias n'ont pas les moyens de s'offrir ça. Alors Et donc, justement, pour conclure un petit peu sur nos discussions, puisque on va tous reprendre nos journées individuellement chez nous, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un après? Si oui, comment? Est-ce que cette crise, on sait très bien hein, que les médias sont en crise, et en même temps, je pense que cette situation nous permet de voir l'importance d'être informés. Donc pour vous, c'est quoi demain ou idéalement, peut-être plus rationnellement, ou qu'est-ce qu'il faudrait que ce soit en tout cas, comment vous voyez la suite? alors déjà, la mauvaise nouvelle, c'est le dépôt de bilan de Prestalis, alors Prestalis, c'est l'ex-NMPP qui distribue les journaux dans les kiosques. Donc, ils vont déposer le bilan a priori le 26 mars, je crois. À Oui, cause de ça la marche. crise ou c'était déjà Non, mal barré? avant. Non, c'était déjà, c'est une vieille histoire. Bon, ça serait compliqué de refaire l'historique, mais bon, là, pour le coup, ils vont a priori déposer le bilan. Et qui d'autre alors? Comment on fait? Donc là, d'un point de vue économique, bon, je ne sais pas quelles sont les solutions alternatives. Enfin, il y a MLP, mais bon, voilà. Donc ça va être compliqué. En tout cas, financièrement, on voit bien que c'est très très mal engagé pour la suite. Après, si la question c'est est-ce que les journaux vont continuer à fédérer leur communauté, à se dire bah, finalement on va faire de l'information utile, etc. Mais, joker. Moi je pense pas. Personnellement, je ne pense pas une seconde pour les raisons qu'a donné Cyril, c'est qu'effectivement, après, il faut. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, parce qu'on parle des forums, on parle des plateformes, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les trolls ont un peu disparu, tout d'un coup. Ils ont un peu de civisme peut-être, non? Alors, Pardon? c'est pas qu'ils ont disparu, c'est qu'il y a la même proportion. Enfin, je viens de voir justement l'étude de Netino sur cette question qui les évalue à peu près à 4%, qui est le chiffre que j'avais repéré il y a quelques années sur d'autres sujets pas du tout chauds. C'est à peu près 4%. La seule différence, c'est qu'ils sont noyés, complètement Ouais, submergés par la masse de l'ensemble des autres commentateurs qui les rend quasiment invisibles. C'est-à-dire que il y a 5% des messages sur les 300 000 qui ont été examinés la semaine de fin mars. Sur les 300 000 messages, 5% sont dédiés à reconnaître la qualité des enseignants et à les soutenir. C'est-à-dire un point de plus que l'ensemble des trolls sur tous les autres sujets.
Donc ça donne un ordre d'idée. Ils sont submergés par des côtés beaucoup plus positifs pour le coup, ou des gens qui questionnent la question du confinement, mais majoritairement d'ailleurs en faveur du confinement. Donc il y a quand même une sorte d'état de grâce des Français et de statut comment on appelle ça, d'union sacrée autour de cette question du confinement et des règles de survie du groupe qui écrasent complètement les trolls. Mais il y en a toujours. Simplement, ils sont invisibles aujourd'hui. Ils sont beaucoup moins visibles. Moi, ce que je dirais par rapport aux bonnes pratiques, je ne sais pas si les médias vont en tenir compte, si ça va vraiment changer leur pratique, c'est impossible à dire. Il y a quand même la prise de conscience, je pense, d'un certain nombre de nouveaux médias, de la nécessité vraiment d'être beaucoup plus dans le pratique et dans le service au lecteur. Alors, quand on dit utile, les médias sont utiles même quand ils font de la pensée. Sauf que quand je parle d'utilité, moi, c'est l'utilité concrète et à court terme. Et ça, c'est un point assez important à la fois pour amorcer un lien avec son lecteur sur des questions plus complexes et plus différées dans le temps, mais aussi pour des questions économiques. C'est un motif d'abonnement majeur, le service pratique aux médias. Et donc, quand on est un média généraliste d'information, un Newsmag ou même Le Monde ou Le Figaro, il faut y penser. J'espère qu'ils vont s'en souvenir, c'est pas sûr. Et puis quand au reste, effectivement, il y a des problèmes structurels graves. Les médias vont pâtir énormément de cette crise qui déstructure complètement leur business model. La pub se casse complètement la figure. Prestalis, évidemment, pour la diffusion et la distribution. Les ventes, puisqu'ils ont ouvert majoritairement, et ça c'est un acte citoyen incroyable, ils ont ouvert leurs ventes. C'est-à-dire que forcément, leur chiffre d'affaires va décroître. J'espère que ça va servir, mais je serais incapable de dire quelle sera l'issue de cette crise pour l'avenir des médias et pour l'économie française en général. Ouais. Eh ben, écoutez, suivons cela. Je pense qu'on sera tous d'accord parce qu'on est tous des amoureux des médias pour dire que si finalement ça peut déboucher sur une prise de conscience et des médias et des lecteurs sur la valeur de l'information, eh ben, je pense que notre monde s'en portera pas plus mal, voire bien mieux. Donc on va essayer d'être positif et de se dire ça. On va suivre ça de près parce que ça aura des impacts pour nos communicants. On a plein de clients qui nous écoutent, des spécialistes RP. Peut-être que nous aussi, il faudra qu'on soit un petit peu plus pratico-pratique dans nos communications. Donc, suivons ça de près. Fabrice, Cyril, merci beaucoup de nous avoir accompagnés en ce lundi matin de confinement. Merci à toi. J'espère vraiment que vous avez pris plaisir à tous ceux qui nous ont suivis, à passer ce petit moment de partage. Juste pour info, on continue ça toute la semaine. Donc, je vous montre juste le programme. Demain, on continue avec Barbara et Catherine qui vont nous parler de communication. Comment on communique pendant cette crise? Communication utile et opportuniste. Attention, faites bien la différence parce que l'une est bien, l'autre est absolument catastrophique et honnêtement, on n'en a pas besoin. Donc, abstenons-nous. Comment transformer son événement. Mercredi, on verra ça, son événement en version digitale. Je pense que comme moi, vous êtes touchés par ça. J'ai plein d'événements qui se sont annulés. Et pour autant, va falloir quand même continuer un petit peu à vivre et à faire vivre nos sociétés. Et puis surtout à penser à l'après. On va beaucoup parler de, voilà, là, aujourd'hui, on peut rien faire. Mais comment être sûr d'être prêt le plus rapidement possible juste après. Ce sera très intéressant, un webinaire qui sera donné par Brainsonic. Jeudi, on va parler de relations clients, parce que c'est pas mal aussi de communiquer auprès de ses clients et de se dire que ce petit break, ça va nous aider à repenser la manière dont on travaille avec nos clients et dont on voit notre client. Donc, assez intéressant avec deux experts qui aiment leurs clients. Patrice Levignat et Gwen Rio. Et puis vendredi, on finira sur un webinaire sur de la co-création. Voilà, comment co-créer aujourd'hui, puisque chacun est chez lui, et l'importance de la co-création. Et c'est PPC qui nous montrera comment lui a créé un podcast 100% co-créé avec ce qu'il appelle maintenant sa rédac, mais qui ne sont d'autres gens que vous et moi, des gens qui ont voulu s'investir. Voilà, donc beau programme. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci encore Cyril, merci encore Fabrice. Et puis je vous dis à demain à ceux qui nous écoutent. À bientôt tout le monde, merci. À bientôt, au revoir. Allez.